Tout d'abord, bienvenue. Bienvenue ici donc dans le carré d'art Louis Jean-Jean pour cette première réunion à Metz qui a été demandée par des citoyens qui vont peut-être intervenir. Donc, excusez-moi le son. Elles sont là. Il y a ces trois dames, donc Madame Sophie Benoît, Madame Lisiane Estrada, elle est là, et Madame Tessier, membre de l'association, donc qui m'ont demandé de pouvoir organiser ce premier débat donc à Metz, ce que j'ai mis à disposition dans cette salle. Il y aura un second débat qui doit avoir lieu le 20 février à la demande d'autres personnes. Et la salle, je pense que c'est le foyer municipal qui sera mise à la disposition, avec le sono bien sûr, sans problème. Donc, comme bon nombre de maires, il y a 221 communes, je crois, sur l'Hérault, 52 déjà ont fait ou sont en train de faire des débats, mais en fait partie. Et donc, pour ce premier débat, monsieur le préfet de l'Hérault a nommé monsieur Batoche, ici présent, pour animer, faire, je sais pas, monsieur Loyal, voilà, tout à fait. Et donc, on passera le micro si c'est nécessaire, ou on pourra arrêter de parler, et on aura la parole à quelqu'un d'autre. Je me mettrai à l'écart. J'attends monsieur le député qui a été demandé aussi par monsieur le préfet, puisqu'il pourra répondre au niveau de différentes questions que vous aurez au niveau national. Je vais rester un moment derrière vous, je vais être assis à côté de vous. Je n'anime pas du tout, bien sûr, le débat. Et je remettrai à monsieur le député, comme à monsieur Batoche, donc le cahier de doléances que nous avons vu avec sur toutes les doléances qui sont arrivées à la mairie depuis mi-décembre, je crois, le 15 ou le 20 décembre. Voilà, tout est là, il y a de tout. Certainement que les personnes qui ont écrit sur ce cahier de doléances sont dans la salle. Je remettrai cela à monsieur le député. Voilà, je vais vous laisser débattre, discuter, surtout pas se frapper, hein, et je vais laisser donc monsieur Batoche animer ce débat. C'est votre premier débat, monsieur? Pas de premier, bon, c'est le premier. Hein, donc, bon courage à vous et bon défi. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je ne suis pas tout à fait dans un territoire ami, je connais personne. Voilà. Donc peut-être que peu à peu... Voilà. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Voilà. Je vais commencer par tout ce que je suis pas. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour faciliter le débat, tout simplement. Et effectivement, une salle où il y a combien, 200 personnes ne peut pas... peut-être ne peut pas parler tout seul sans facilitateur, ce que je suis, tout simplement. Je suis arrivé ici donc à la demande de mesdames Benoît, Estrada et Tessier, qui sont quelque part, mais ça y est, on les a perdus. Une, oh, voilà. C'est madame Benoît qui va passer le micro, elle a un micro sans fil, et quand vous poserez des questions, elle viendra vers vous. C'est bien si vous parlez dans le micro pour qu'on vous entende, hein, voilà. Et vous pouvez soit vous présenter, donner votre nom, et éventuellement l'endroit où vous habitez, soit vous ne le faites pas, comme vous voulez. Ça peut rester anonyme. Le compte rendu peut être fait de deux façons, soit par vous-même, vous écrivez ce que vous voulez et vous l'envoyez sur le site du grand débat, hein, vous faites le compte rendu que vous voulez pour cette réunion et vous y mettez ce que vous voulez, hein, c'est complètement libre. Et autrement, monsieur Gomez est au fond, à la table, et avec du papier et un stylo, et il fera un compte rendu succinct, forcément, de cette réunion, en mettant les noms des intervenants, et la question, c'est une, et la réponse. Sur la réponse aux questions, c'est pas moi qui vais répondre aux questions. C'est un débat entre vous, c'est donc les citoyens entre eux qui débattent. Hein. Donc, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Il n'y a pas une parole. Le député vient. Comment?
Si vous voulez bien vous adresser à moi pour la question, et après, oui, c'est à moi pour la question, et la réponse vient des citoyens, c'est un débat citoyen. Voilà. C'est ce qu'on va dire. C'est pas un débat entre l'État et les citoyens, c'est pas un débat entre monsieur le maire et les citoyens. Pour l'instant, c'est pas commencé. C'est pas commencé, voilà. Alors, quelques règles sur la parole. Je ferai très attention de n'oublier personne. Je ne suis pas sûr que d'être au milieu de ce machin-là me convienne tout à fait. Bon, enfin, il paraît que d'autres le font et le font très bien. Donc, j'essaierai de me faire pas trop mal. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. J'essaierai donc de n'oublier personne, vous levez la main, et quand j'aurai l'impression que vous levez la main depuis longtemps, je ferai très attention à vous donner la parole. Toutes les opinions peuvent être dites. Ben, commencez pas. Bien, monsieur. Attendez, une seconde. Toutes les opinions peuvent être dites, dès lors qu'elles sont dites dans le micro, hein, et qu'elles respectent les règles habituelles de courtoisie. Voilà. Et il y a 4 sujets, 4 thématiques qu'on m'a imposées, hein, mais si vous voulez qu'on aille plus vite, vous le direz. L'organisation de l'État et des services publics, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, et la transition écologique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Première question que je pose. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence par l'organisation de l'État et des services publics? Il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, il me semble. Hein? Monsieur, vous avez envie de poser une question sur quoi? Sur quoi? C'est comme ça, si vous commencez. Alors, nous allons prendre le risque. Madame, allez-y, passez le micro. Ouais, sur les thématiques, moi je vais pas intervenir sur les thématiques, et d'une, je ne vais pas me présenter. Je ne vais pas vous donner mon nom. Mais monsieur, je vais vous expliquer pourquoi. Pas un discours d'une heure, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait 3 mois, depuis le 17 novembre, il y a des gens en France qui sont sur les ronds-points, sur les plages pour des revendications politiques, des revendications sociales. Et le débat qui est fait aujourd'hui, il squeeze cette question. Il est pas fait pour répondre aux questions du mouvement des Gilets jaunes et du mouvement social. Il est fait pour répondre aux questions et aux réponses de M. Macron. Parce que ce soir, vous dites qui propose ce débat. Et si le débat est organisé à la proposition d'ailleurs du député et des Républicains, des machins en marche là. C'est pas un débat citoyen et citoyen qui se causent entre eux. C'est bien Macron qui veut nous parler et nous amener dans un débat dont nous n'avons rien à dire parce que la question, elle est squeezée. Et pourquoi je ne donnerai pas mon nom? Parce que les services de police, depuis 3 mois, ils l'ont pris. Ils l'ont pris la carte d'identité. Ils m'ont fait une plus en tant que citoyen. Alors, mon nom, la préfecture, elle l'a, la police, elle l'a, la mairie, elle l'a, la sécurité sociale, elle l'a, la fait d'impôt, sur ma fiche de paye, il y a mon nom, et je ne vais pas encore me présenter devant vous. Après, attendez, parce que là, vous avez voulu donner la parole aux citoyens. Il y a de citoyens. T'as raison. Et aujourd'hui, on aimerait bien discuter de ces questions politiques. Quand ce gouvernement va répondre aux revendications du mouvement social des Gilets jaunes, l'augmentation des salaires, arrêtez de nous conditionner à l'impôt. Dès qu'il y a une augmentation de salaire, M. Macron dit « je vais chercher dans l'impôt de ceux qui le payent pour donner une prime à l'emploi à ceux qui sont mal payés ». À quand ce gouvernement va interpeller le patronat pour qu'on ait un Grenelle avec les patrons pour arriver à nos revendications?
question. On a bien entendu, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette même thématique? On n'a pas commencé par la thématique. Oh, on peut dire que c'est l'organisation de l'État quand même. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour soutenir les propos qui viennent d'être dits ou pour les contredire? Je vous en prie, Madame André. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, je me présente, chauffeur routier, 66 ans à la retraite. Je soutiens ce que vient de dire mon ami. Nous sommes pas là pour parler de ces thématiques-là. Nous voulons parler des problèmes de revendication que nous avons émis depuis le 17 novembre. Voilà. Donc, pouvoir d'achat, hausse des salaires, injustice sociale, c'est des débats comme ça qu'on doit. Les autres, la transition écologique, ça va la dire, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire, une personne qui gagne 1 200 € demain matin, il n'ira pas chez votre électrique. Voilà. Oui, madame, rapidement, après ce sera la dame en rouge. Bonsoir, madame, c'est Thérésie Sandrine. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est pourquoi dans notre société, alors que c'est marqué dans notre constitution, tout le monde ne paye pas des impôts à la juste valeur de ceux qui gagnent? Pourquoi la courbe de nos impôts en France, malgré le texte constitutionnel, il arrive un moment où ça s'effondre et on en paye moins? Et on vient toujours le chercher, excusez-moi, sur les petits, c'est toujours les mêmes, je suis entièrement d'accord avec toi. Bien, donc là on est sur la fiscalité, très bien, c'est le deuxième sujet, deuxième thématique. Alors moi je reste sur le truc de l'État là. Oui, organisation des services de Voilà, l'État. organisation des services de l'État. J'attends monsieur le député avec impatience parce que monsieur le député, quand il a tenu sa permanence à Metz, nous sommes allés le voir une première fois. Nous l'avons interpellé sur la question des violences policières subies à l'encontre des gilets jaunes, sur la question des armes utilisées par l'État. Donc je suis dans le grand thème. L'État aujourd'hui utilise des armes que même les associations telles que les droits de l'homme demandent à ne plus être utilisées. Même le défenseur des droits demande à ce que ces armes ne soient plus utilisées. Tout le monde le demande, sauf Castaner. Nous avons interpellé monsieur le député. Quand on interpelle un député, que je sache, et ça c'est bien dans l'organisation de l'État, c'est un élu local. Cet élu local a pour mandat de prendre l'interpellation de ses citoyens et de demander à l'Assemblée nationale et d'avoir un retour par courrier. Ça m'est déjà arrivé d'interpeller un député, d'avoir ma question posée à l'Assemblée nationale et d'avoir la réponse. Je propose qu'on le lui demande quand il arrive tout à l'heure. Je vous le dis justement pour le mettre au débat, quand monsieur le député arrivera, la dernière fois il est arrivé en retard, mais on est resté jusqu'à ce qu'il arrive, ce soir ça sera pareil. Parce que les réponses, lui doit nous les donner, ça fait environ 3 semaines qu'on l'a interpellé, on reste sans réponse. D'accord? Et je tiens à signaler une chose aussi, c'est que la mobilisation des Gilets jaunes aujourd'hui, elle est sur la question de la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, la liberté de lutter contre un système qu'on dénonce. Et ça doit faire partie du débat. Merci. Et je donne pas mon nom non plus. Merci. Bravo. Il y a un monsieur là. D'ailleurs, depuis Rémi Fraisse, qu'est-ce qu'il s'est fait? Depuis Rémi Fraisse, vous vous rappelez de Rémi Fraisse? Oui, très bien. Voilà. Est-ce qu'il s'est fait quelque chose? Merci. Ici, là. Monsieur, deux messieurs. Merci, madame. Non, ça fonctionne, touche à rien. Oui, Allez-y. excusez-moi, je suis Louis Mermet, responsable porte-parole du collectif retraité de Metz. Nous sommes à peu près 91 retraités. Parlez plus fort et plus près du micro. Nous sommes à peu près 91 dans notre collectif retraité de Metz. Notre collectif a pour but la solidarité. La solidarité, notre collectif, qui n'est pas politique, je précise, est solidaire du mouvement des Gilets jaunes. Notre collectif ne cautionne pas, bien sûr, tout ce qui est violence.
Et je voudrais aujourd'hui intervenir sur les retraités. Parce que le député, nous l'avons rencontré aussi avec notre collectif, et effectivement, nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. Depuis 6 ans, les retraités n'ont pas eu d'augmentation. Il n'y a eu aucune indexation au niveau du pouvoir d'achat. En plus, voilà 2 ans que le président Macron nous impute avec la CSG. Donc, aujourd'hui, on voudrait, nous, notre collectif, que la CSG soit supprimée et qu'on revalorise le pouvoir d'achat des retraités. Pourquoi nous mettre de côté? Pourquoi nous mépriser? Nous qui avons participé pendant 30 ou 40 ans au niveau actif. Voilà ce qui nous va pas. Et ce qui nous a pas plu dans notre collectif, qui, je le répète, est complètement apolitique, et qui ça nous dérange également ce soir, que le débat a été préparé par les membres du République en marche. Un débat comme ça doit être neutre. Monsieur, je ne suis pas... Troisième chose que je voudrais pas faire de fil. Je voudrais également, suivant pour les retraités, c'est de nous redonner du pouvoir d'achat. Excusez-moi, je peux faire du fil. Vous voyez, c'est pas normal. J'interviendrai après, si vous permettez, sur la transition écologique. On a des propositions, parce que nous ne sommes pas des retraités pessimistes, mais nous sommes des retraités optimistes. Et nous croyons au mouvement, et nous disons qu'il est anormal à notre époque qu'il y ait encore des SMIC à 1000, 1200 euros. On ne peut pas vivre avec un SMIC à 1200 euros. Qui a demandé le micro? Qui a demandé le micro? Monsieur, je vous en prie. Oui. Allez-y. On n'entend pas votre... Entièrement d'accord. Ah non, touchez... Non, rigolez pas le micro, il fonctionne. Donc entièrement d'accord avec la liberté, mais je vous en veux quand même. La liberté des uns doit respecter la liberté des autres. Allez-y, monsieur, posez votre question. Et en particulier, la violence ne doit pas figurer. Quand c'est la police qui l'a fait. Non, attendez, on laisse monsieur poser sa question. Si vous voulez, on peut discuter longtemps. On n'entend pas votre question, monsieur. On peut parler de la destruction de... On n'entend pas votre question, monsieur. Les commerçants qui ne travaillent pas. Le micro. Pardon, le micro. Donc, ce que je veux rappeler, c'est que la liberté, ça impose des devoirs. Et le devoir, c'est de respecter les autres. Et arrêtez de toucher ce pauvre micro, il vous arrête plus. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup concernant la liberté. Moi, je veux bien la liberté, mais c'est la liberté pour tout le monde. Chacun doit avoir son droit à la liberté. Et en particulier, tout le monde doit être d'accord sur un point, la violence ne doit pas être admise. Allez, voilà. Quelqu'un d'autre, si vous permettez, on va interrompre 2 minutes pour 2 raisons. Monsieur, alors, monsieur, je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas vous invectiver entre vous, madame, je vous en prie, voilà. Vous allez avoir la parole dès que vous allez le vouloir. On va donner la parole à monsieur Yaou, le député de la circonscription. Oui, merci, bonsoir. D'abord, je voudrais m'excuser parce qu'on était un peu coincé sur l'autoroute à Montpellier. Voilà, et donc... Non, même pas. Et sur le rond-point, il y avait rien. Non, mais... Donc, on est parti... Non, moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est... on a la chance de pouvoir discuter de façon calme et posée. Et bien entendu, tout le monde a le droit de s'exprimer, bien entendu. On a parlé des violences. Les violences, effectivement, je reconnais des personnes que j'ai rencontrées il y a quelque temps, oui madame. Voilà.
Et donc, effectivement, je pense que ce problème des violences, et vous l'avez dit, monsieur, est quelque chose qui est très préoccupant, très préoccupant. Tous les samedis, c'est violent. Et la violence, bien entendu, elle doit être interdite et à proscrire d'où qu'elle vienne. Et je crois qu'il est très important de le dire. Il est très important également de le faire. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et je sais que, et j'entends qu'un certain nombre de personnes qui portent ou non des gilets jaunes, donc c'est pour ça que ce n'est pas que les gilets jaunes, ont fait remonter depuis quelques semaines maintenant l'existence de violences. Il y en a eu encore samedi dernier avec un monsieur qui a perdu 2 ou 3 doigts, qui d'ailleurs était devant l'Assemblée nationale, c'est là où je travaille, c'est là où vous m'avez envoyé, enfin une partie d'entre vous, mais je vous représente. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout de suite, les grilles de l'Assemblée nationale se sont ouvertes pour récupérer ce monsieur afin qu'il soit pris en charge très rapidement par les pompiers qui existent et qui sont là en permanence à l'Assemblée nationale. Donc la violence, j'ai remarqué également ce qu'on appelle les strict doctors qui soignent les personnes, quelles qu'elles soient. La violence policière, elle doit être proscrite. La violence des personnes qui manifestent le samedi, qui viennent souvent casser le samedi, doit être proscrite. Nous, ici, ce soir, on est dans une situation où on pourrait être violents les uns contre les autres. On pourrait. Parce qu'on n'a pas forcément le même avis. Mais je pense qu'on se respecte, on respecte la parole de chacun, et qu'il n'y a pas le moindre signe de violence, que les personnes portent ou non un gilet jaune. Nous avons l'opportunité de pouvoir, pas discuter simplement, pas discuter, parce que discuter ça peut se faire pour d'un verre dans un bar, nous avons la possibilité de débattre et de faire remonter un certain nombre de revendications. J'aime pas le mot doléance, mais un certain nombre de revendications. Bonjour madame, c'est vrai que vous connaissez. Au niveau de l'État et au niveau des députés, mais surtout au niveau de l'État. Je crois qu'on est dans une phase actuellement où ça s'est rarement fait en France, voire même jamais, où à l'occasion effectivement d'un certain nombre de troubles et un certain nombre de revendications qui sont à l'origine tout à fait logiques, et on les entend, font naître un mouvement populaire, citoyen, populaire est pas un gros mot, du peuple, le peuple. Donc populaire et citoyen, et qu'il va falloir entendre. Alors moi, ce que je vous demande, enfin je nous demande, parce que je suis citoyen aussi, c'est de faire vivre ce grand débat, de faire remonter les revendications, les observations, les doléances, et qu'au terme du grand débat, c'est-à-dire le 15 mars, 2 choses. Première chose, il y ait bien entendu un compte-rendu et puis un retour vers les citoyens, vers le peuple, et ça je vous... En tout cas, moi, à mon niveau, je le ferai, je pense que le gouvernement le fera aussi, j'en ai la conviction. Et 2, et c'est ça qui me semble très important, c'est qu'à partir du 15 mars, rien ne s'arrête. Je ne parle pas des manifestations violentes de samedi, rien ne s'arrête. Parce que ce mouvement a été lancé, et ce mouvement doit continuer. C'est-à-dire que pendant, il va y avoir les remontées, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont être posées, un certain nombre de réponses qui vont être portées, un certain nombre de mesures, et qui vont être des mesures, je pense, assez spectaculaires, je ne les connais pas, mais assez spectaculaires, parce qu'on ne les connaît pas, on va les avoir à la fin du débat. Un certain nombre de mesures spectaculaires qui vont être, j'espère, annoncées. Mais je pense que ce que l'on a vécu ensemble là est quelque chose qui doit se continuer après le 15 mars. Alors ça s'appelle la consultation citoyenne, ça s'appelle éventuellement, pourquoi pas, le référendum. Je vais parler du rythme. Mais je ne suis pas là pour vous parler, moi, je suis là pour vous écouter d'abord. Hein, je suis là pour vous écouter. Voilà.
Donc, si je parle tout le temps, vous ne pourrez pas parler. Mais juste un mot sur le RIC. Juste un mot sur le RIC. Et après, j'arrête et j'écoute. Le RIC, c'est quoi? Le RIC, c'est un référendum d'initiative citoyenne. Pour ça, il faut changer la Constitution. D'accord? Et pour changer la Constitution, ça met 1 an et demi, 2 ans. Mais bien sûr, je vous le dis, il y a 2 solutions. Mais non, attendez, il y a 2 solutions. Soit on fait le coup d'État, je dis on, soit on fait un coup d'État, soit on passe... Non, attendez, soit on fait un coup d'État, soit on passe par ce qu'il y a, c'est-à-dire les institutions. Et pour changer la Constitution, il faut qu'on soit constituant, il faut que l'Assemblée nationale fasse un projet de loi, il faut que ça passe au Sénat, que ça revienne, etc., et qu'il y ait un référendum. Non, mais attendez, je connais un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et après j'arrête, on ne peut pas faire un référendum et poser une question aux citoyens, ça existait, s'il n'y a pas de projet de loi. D'accord? Les questions qu'on va poser, soi-disant le référendum à choix multiples, ça veut dire qu'il y a une loi qui correspond aux différentes questions qu'on pose. Ou alors on fait différentes lois avec chacune des projets de loi, la question qu'on a posée. Donc demain, si on veut mettre en place le RIC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un projet de loi où on pose la question dans le projet de loi, on va faire un certain nombre d'articles pour mettre en place le RIC, et ensuite, le président de la République demande par l'article 11 de la Constitution le référendum. D'accord? Donc ça prend du temps. Ou alors, c'est des chars devant l'Assemblée nationale. Bon. Voilà, j'arrête et puis après je vous explique. Monsieur le député, le maire de la commune va vous remettre le cahier de doléances. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais essayer de reprendre la parole sans être un homme politique brillant. Alors, il y a eu quelques prises de parole. Est-ce que la fiscalité, j'ai entendu 2 fois la fiscalité, monsieur le député lui en a parlé, est-ce que quelqu'un peut intervenir sur la fiscalité? Monsieur, allons-y. Oui, monsieur, allez-y. Et alors, moi, je me nom, Thierry Veillet, 79 ans, retraité. Et au risque de chauffer la salle, en tant que retraité, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une retraite acceptable, et ça ne me gêne pas d'avoir une petite contribution par l'augmentation de la CSG. Par contre, je reconnais qu'effectivement, quelqu'un qui a une retraite de 1500, 2000 euros, etc., je suis complètement d'accord avec vous, c'est inacceptable. Tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Ça ne me gêne pas de faire un geste de solidarité pour les jeunes. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de problème d'emploi. Aucun. Aujourd'hui, regardez les jeunes. Donc, on me pique un peu d'argent à moi pour donner aux jeunes, ça ne me dérange pas du tout. Ce que je veux dire, j'ai pas terminé. Donc, faire un geste de solidarité, ça ne me gêne pas. À condition que je sente que cette solidarité est générale. Or, elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai voté Hollande en 2012 pour une seule raison, parce qu'il avait promis une réforme de la fiscalité. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, une réforme de la fiscalité s'impose. Et j'ajoute que cette réforme de la fiscalité doit être réfléchie dans un contexte européen. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que ce n'est pas le coup de prendre des mesures franco-françaises si c'est pour amoindrir la compétitivité de la France. Ce n'est pas le sujet. Donc, je propose qu'on lance effectivement une réforme de la fiscalité et dans un cadre européen, parce que si c'est, et en attaquant le problème des paradis fiscaux, etc., donc c'est quelque chose de beaucoup plus large. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je crois ce qui serait intéressant, j'ai eu l'impression, mais je ne suis pas un spécialiste du débat, j'ai eu l'impression que ce que disait monsieur n'était pas l'opinion de tout le monde. Mais on l'écoute jusqu'au bout, il a eu son opinion,
c'est pas la vôtre, c'est pas la vôtre, c'est bien, il y en aura d'autres qui vont être exactement comme les uns et comme les autres. Voilà. Monsieur, à vous. Et après, bonjour à tous, monsieur Ponce, je vais vous traiter. Puisqu'on est sur la fiscalité, je voudrais d'abord parler de la fiscalité locale. Fiscalité locale, aujourd'hui, l'un des défauts, alors la taxe d'habitation d'abord a été réduite en partie, doit continuer. Je propose qu'on continue à la supprimer totalement pour tout le monde, parce que c'est la taxe la plus injuste qui soit. Elle ne dépend en aucun cas des revenus des gens, de leur famille, de la position de la famille. Elle est uniquement liée à un logement, quels que soient les revenus. Ça, il faut le supprimer. Deuxièmement, le défaut de la fiscalité locale actuelle, c'est qu'elle est partagée. Quand vous regardez la taxe d'habitation, par exemple, il y a une partie pour la commune, une partie pour l'agglo, une partie pour le département, une partie pour la région. Et lorsque ça augmente, chaque échelon territorial peut facilement se dire c'est la faute des autres. Donc moi je propose qu'en fiscalité en général, une taxe soit affectée à un échelon et non pas partagée. Ça permettrait de responsabiliser chaque échelon. Dans ce cas, pour moi, la taxe foncière devrait être attribuée totalement à l'agglomération, est en charge de l'urbanisme, à charge de l'agglomération, de répartir les fonds en jouant la péréquation au niveau de chaque commune de son territoire. j'espère que monsieur le maire est parti. Deuxièmement, pour compenser la perte de revenus du coût du département et de la région, je propose une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui actuellement est perçue par l'État. L'État se débarrasse, alors je ne vais pas vous garantir le pourcentage, mais peut-être baisse de 40% de cette taxe, et que chaque région applique une taxe sur les produits pétroliers équivalente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région est libre d'appliquer un petit peu plus ou un petit peu moins d'une région à l'autre, et qu'ensuite, lorsqu'on ira aux élections régionales, quand les élus régionaux auront trop augmenté par rapport à la région d'à côté, on saura pour qui il faut voter ou pas. Très bien, et monsieur. au moins, ça responsabilise la région. Merci, monsieur. Merci. Il y a d'autres trucs que Oui, vous direz après. voilà, donc c'était une question sur la fiscalité. Il y en a une autre là sur la fiscalité. Monsieur. Il va être applaudi, je suis sûr. Sur la fiscalité, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, les désociétés de l'État. Vous le savez bien, puisque vous êtes le représentant du préfet. Alors, vous avez été nommé par le préfet. Alors, très bien. Vous voulez que je peux m'en aller? Non, restez là, cher ami. Restez là. Je vous interpelle, c'est tout. Oui, c'est assez. Je vous. Vite. Courtoisement. Ah bon, d'accord. Il a pris la négociation. Poursuivez, je vous prie. Je vous en prie. Donc, je poursuis. Les dés sont pipés dès le départ. Vous savez que nous sommes dans un pays de privilèges. L'État jacobin, d'abord, tout d'amont. Parce qu'il faut démarrer d'amont. Nous avons, je crois, M. Valéry Giscard d'Estaing qui nous coûte 4 millions d'euros par an. Et ça continue. Et on aura Macron après. Il va falloir qu'on... Et nous, on n'en veut plus de tout ça. Ensuite, les niches fiscales, cher ami. Les niches fiscales. Quand on est journaliste, quand on est ceci, quand on est cela, quand on est un ancien préfet. Tout le monde mange à la gamelle. Elle est bonne, la gamelle. Oui, je ne sais pas quelle était votre question. Mais monsieur, un peu quand même. J'aime bien l'expression manger à la Un peu quand même. Et vous, c'était quoi votre profession? Moi, je suis demandeur d'emploi, monsieur. À 60 ans. Donc, vous voyez, je ne mange pas la gamelle. J'en souffre de la gamelle. Bon, alors, vous comprenez? Je parle tous les avantages de nos élus. Monsieur le député y compris. Les cartes de circulation à vie. Est-ce qu'il va rester député à vie? Il ne reste pas député à vie. 50 chômage. Mais il garde la carte de circulation en première classe à vie. C'est pas des avantages, ça? C'est pas des privilèges? La nuit du 4 août. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 4 août? j'aimerais encore vous dire qu'on devait supprimer les privilèges.
des avantages féodaux. Eh bien non, l'État républicain, l'État jacobin, se transférait les privilèges. On y est encore. Et ensuite, les diverses agences. Combien il y a d'agences gouvernementales où on recasse tous les amis? Les recalés de l'ENA, le Conseil économique et social à 3500 €. Ils se gavent tous avec des cocardes à Paris. Et ben, les départements. On en a marre de tout ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moi, je comprends, oui. Très bien. Alors, je passe la parole à l'autre. Voilà, une autre question sur la fiscalité ou c'est fini? Ah, monsieur, on vous a déjà entendu. Il y a 200 personnes, on ferme. Une fois que tout le monde aura parlé, je vous donnerai la parole. On n'a pas entendu monsieur. Allons-y, monsieur. Allons-y. Madame, s'il vous plaît. Voilà, moi je veux vous dire pourquoi je suis là. Pourquoi je viens de la France. Pourquoi j'adore mon pays. Attendez, on va attendre que la salle se taise. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore mon pays. Parce que dans mon pays, il a été bâti sur la solidarité. Et on a... Le micro sur le menton. Quand la sécurité sociale s'est créée, la devise c'était participe selon tes moyens et reçoit suivant tes besoins. Et ça, c'est quelque chose de formidable. En France, on croit que tout est gratuit. Mais non, rien n'est gratuit. Il faut d'abord de l'impôt et que l'impôt soit bien réparti. Et quand on va se faire soigner et qu'on dit, mais moi, quand je me fais soigner en France, c'est gratuit, non, c'est pas gratuit. Parce que si aux États-Unis, on sort sa carte bleue, en France, on sort sa carte vitale. Mais la carte vitale, en fait, c'est une carte prépayée. Cette carte prépayée, c'est quoi? C'est la solidarité nationale qui vous la donne, cette carte prépayée. Pardon? Mais donc, justement, je ne veux pas qu'on nous enlève ça. Ça, je veux le garder. Je veux le garder, parce que c'est ancré profondément dans notre façon de vivre. Poursuivez, monsieur, poursuivez. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime la France. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que chaque personne ici, dans ce pays, quand il a un revenu, quel qu'il soit, que ce soit des revenus de son travail, un revenu financier, quel que soit, il faut qu'il soit soumis à l'impôt. Il faut que l'impôt soit juste. Il faut que l'impôt, tout le monde le paye. Il faut que tout le monde le paye. De la plus grosse société au plus petit, qu'on touche quelques évolutions que ce soit, on doit payer à l'impôt. Il faut que les gens sachent, même si on ne leur réclame pas, on ne leur réclame pas parce que les gens qui ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne sont pas imposables, mais qu'ils sachent que rien n'est gratuit, tout est basé sur la solidarité. Et la répercussion de l'impôt, c'est quelque chose de primordial. Il faut arrêter. On nous a dit qu'on allait supprimer, il fallait supprimer l'impôt sur la fortune pour qu'il y ait un nouveau ruissellement dans la société pour que l'argent redescende. Bon, ça n'a pas mouillé grand-chose. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le ruissellement intergénérationnel, là, il a été coupé l'année dernière. Parce que les gens comme moi qui sommes à la retraite, on nous a pris de la CG. Moi, ça me fait beaucoup, ça ne me gêne pas 3%. J'ai une retraite correcte. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 3% des gens qui déjà tiraient la langue. Et aujourd'hui, le ruissellement intergénérationnel, ça veut dire qu'il y a des grands-parents, à Noël, ils n'ont pas pu apporter un petit plus à leurs petits-enfants. Aujourd'hui, il y a des retraités qui ne peuvent plus donner un petit coup de main à leurs enfants pour acheter une maison, faire de la rénovation. Et ce ruissellement-là, M. Macron nous l'a supprimé dès le premier jour de son mandat, celui-là. Dès le premier jour. Par contre, tout ce qui a été des cadeaux aux plus riches, ça a été fait. Tout de suite, dans la foulée. Et nous, il va pour la taxe d'habitation, j'ai entendu que c'était à partir du 1er janvier et étalé sur 3 ans. Merci, monsieur. Voilà. Voilà. Je vous promets que je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je prends le principe de donner la parole pour l'instant une fois aux gens qui ont déjà parlé, et après, quand il y aura des vides, je redonnerai la parole. Ça vous va? Non? C'est ça? Monsieur ici. Monsieur, j'en ai 50 pages. Monsieur, allez-y. Monsieur.
phrase. Je suis le mouvement des Gilets jaunes et je les soutiens depuis le début. Je suis aussi je voudrais dire à M. Lix, parce que je comprends votre intervention, je crois que vous avez dit que que le débat était juste une initiative de M. Macron, que les Gilets jaunes n'avaient pas été entendus. Je pense, alors ça c'est ce que je pense, je n'ai pas obligé de partager mon opinion, je pense que s'il n'y avait pas eu cette vague depuis le 17 novembre, je crois que je chose comme ça, jamais M. Macron n'aurait eu l'idée dans sa petite tête d'organiser un débat. Il avait eu 25% des électeurs français. Il a quand même réussi à avoir suffisamment de godillots à l'Assemblée pour le suivre et pour le soutenir. Et je vous dis ça parce que je voudrais penser à une chose. Je reviens à la fiscalité parce que c'est le thème du moment. Il existait une taxe qui pénalisait légèrement, gentiment, les gens qui décidaient d'aller investir leurs capitaux étrangers. Je ne me souviens plus comment elle s'appelait, je crois que c'était le Frexit ou quelque chose, je n'ai plus le nom en tête. Et cette taxe, elle a été revotée de nouveau, elle avait été mise en place, et cette taxe, M. Macron s'est fait un plaisir de faire cadeau aux riches et de la supprimer. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent et que je vais aller à l'étranger, je peux partir, je peux exiler mes fonds, je ne suis pas pénalisé et je ne paye pas la taxe de sortie. Et ça m'avait complètement choqué. Je pense qu'à un moment, c'est le mépris du peuple français. Monsieur à gauche, Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, c'est M. Sulmon. J'entends parler d'impôts et de taxes. Il faut savoir que des taxes, on en a. Il y en a beaucoup. Il y a 1000 milliards sur la table chaque année. Donc, des taxes, ça ne sert à rien de parler d'une taxe pour les riches. Ça ne représente pas grand-chose pour les riches ou pour les pauvres, etc. Ça ne sert à rien d'en faire des taxes. Il y a 1000 milliards à gérer chaque année. Donc, le plus important, c'est de bien gérer déjà ce qu'on a comme enveloppe de l'État. C'est pas M. Macron, c'est tous les politiciens en général qui ont à chaque fois touché ça et qui l'ont mal géré. À ce jour, il y a des mécontentements partout. C'est à toutes les échelles, que ce soit le riche, le pas riche, le moins riche, dans la classe moyenne. Ces mécontentements, ils viennent d'une seule chose. Moi, je vais vous poser une question, parce que la question, c'est de la poser à tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici, et je suis content qu'il y a des personnes âgées ici, hein, est-ce que quelqu'un, un jour, votait une loi dans sa vie? Et vous ne pensez pas qu'il y a un bas blesse là? Dans la République française, égalité, fraternité, on ne donne pas son avis. Alors voilà, je pense que les politiciens, s'ils doivent entendre quelque chose aujourd'hui, c'est ça. C'est, on veut voter, mais pas une chose, pas un détail, pas pour les pauvres, pas pour les riches. On veut voter au quotidien et être enfin libre de sa liberté. Vous voyez, la liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir s'exprimer et de voter. On est passé sur un autre Alors, sujet. voter, on peut le faire actuellement, on peut le voter. Non, on a parlé du budget, on parlait de différentes choses. C'est bien, c'est démocratie, citoyenneté. Voilà. Je peux continuer ou couper? Est-ce que quelqu'un veut que je continue ou je parle? Voilà, pardon, monsieur, parce que je pense que vous avez... Voilà, alors il est possible de voter actuellement. Alors, j'entends parler aussi de faire un référendum. Alors le référendum, dans tous les pays, on essaie de ne pas faire parce qu'il coûte cher. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois on dit aux gens, oh, pas de référendum, ça coûte cher. Alors, le référendum, il est obsolète de nos jours. De nos jours, tout le monde a Internet, tout le monde fait des virements bancaires, personne ne se demande où vont leurs sous, hein, tout le monde le fait. Donc tout le monde a une voie qui est légalisée et qu'on pourrait faire simplement un vote par Internet. Alors c'est si simple et ça pose beaucoup moins de problèmes, les gens se sentiraient très libres dans leur tête. Alors c'est bien de pouvoir en parler à plusieurs parce qu'il faut que l'idée circule. Hein, j'ai déjà essayé de prendre part, mais c'est possible de voter pour toutes les lois. C'est-à-dire même la loi dans la commune, les choses de la commune, il faut refaire la route, oui ou non, à Metz, telle ou telle route. Celui qui n'est pas d'accord, il ne votera pas. Celui qui est d'accord pour la refaire, il votera, et celui qui compte, eh bien, il dira qu'il est contre. Et ça ira à la majorité, les gens se sentiront libres en disant, voilà,
Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi, on l'a fait ou on l'a pas fait. C'est simple, et se voter par ça, par Internet, c'est ça la liberté. Et c'est la liberté qu'on n'a pas eu nos grands-parents qui ont toujours parlé, nos parents, nos pères, nos grands-pères. Et on en est là, on en est à un moment donné où ça va exploser en France parce que les gens sont plus dupes. Vous avez Internet, vous êtes devenus tous de plus en plus intelligents, tout comme moi. Voilà, je suis désolé. Merci, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est qu'on était passé délicatement au thème numéro 3, démocratie et citoyenneté, avec une proposition intéressante. Alors, d'autres débats, d'autres questions? Monsieur a déjà parlé. Voilà. Monsieur. Il là-bas. Bon, moi je vais dire que non, je m'appelle Thomas Jésus. Alors moi c'est une petite réponse sur monsieur le député concernant les violences. Alors les violences, je pense que c'est l'État qui veut les créer. Parce que si jamais il ne voulait pas casser les manifestations qui ne sont pas cassées, il n'y a pas de violence. Et premièrement, tout ce qu'on dit, les casseurs, mais ça fait 20 ans qu'ils sont là, les casseurs. Depuis quand vous ne voulez pas les mettre en prison, ces casseurs-là? Vous êtes d'accord? Voilà, c'est tout. Maintenant, ça c'est une chose, c'est l'État qui est violent, c'est pas nous. Désolé. Hein? Maintenant, je voudrais vous poser la question pour laquelle je suis venu. Hein? Est-ce que vous avez entendu les revendications des Gilets jaunes? Parce que moi, je me semble que l'État est sourd. Alors, il est sourd et même muet en zone. Alors, je ne suis pas. Parce que les revendications, c'est simple. Le pouvoir d'achat, c'est 450 € que nous avons eu pendant 10 ans. C'est tout. Ensuite, la CSG, parce que les pauvres retraités, on a versé quand même. On a travaillé pendant 43 ans. Moi, j'ai versé 275 de ma solution. C'est pas un jour. Ensuite, on avait donné pour la fiscalité sociale. On est d'accord. Et puis ensuite, le RIC, ceux qui me demandent, c'est simplement pour pouvoir voter et participer aux débats nationaux. Voilà. Je vous remercie. J'aimerais que vous me répondiez. Merci. Voilà, monsieur le premier rang. Moi, pareil, je vais revenir aux violences. Je vous signale que mardi dernier, avec les manifestants à Montpellier, avec un peu de 10 ans, on n'a pas été quasi, on ne s'est pas fait tirer dessus, tout ça, parce qu'il y avait la CGT, parce qu'il y avait du monde. Donc vous voyez que des fois, ça se passe très bien. Et puis des fois, il y a un cri des gilets jaunes, de suite, on pense, ça tire. Bon, je reconnais que peut-être il y a quelques délégués dedans, mais c'est vraiment une minorité minime. Voilà. Moi, je veux revenir sur la fiscalité tout à l'heure, ce qu'on parlait, de la solidarité, etc. Tout le monde peut être d'accord. Mais quand c'est ceux qui ont le moins qui restent solidaires de ceux qui ont encore moins, ça pose un problème. C'est pour ça qu'on appelle ça la justice fiscale pour nous. Et point 2, le mouvement des Gilets jaunes, il a démarré le 17 novembre. M. Macron est sorti le 10 décembre pour nous expliquer qu'il nous avait compris. Il nous a compris en nous donnant une prime d'activité, c'est-à-dire, ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est une redistribution de l'impôt. Est-ce qu'à un moment donné, on va parler clairement? Nous, on ne demande pas une redistribution de l'impôt, on ne demande pas à presque se payer soi-même ou payer son collègue de travail parce qu'il aura une situation sociale inférieure. On parle de salaire, de revenus, de retraite. On parle de vivre dignement de son travail et de ne pas être rabaissé, humilié, à devoir s'inscrire auprès de la CAF pour toucher une prime et se réactualiser tous les 3 mois pour rebénéficier de cette prime. Et si on a 10, 15 ou 30 € de plus sur notre salaire, on perd cette prime. On jongle dans tout un système social. La seule chose qu'on demande justement, c'est de sortir de ce système social. C'est de travailler et de vivre dignement de notre travail. La prime d'activité, c'est du leurre, c'est des miettes, c'est ignoble. Donc ça, il va falloir que le gouvernement la sache.
monsieur en noir. Madame Ancry d'abord. Non. Non, écoutez. Donnez la parole à Madame Ancry, s'il vous plaît. Bonsoir, ça Madame Ancry, c'est Sandrine. Alors, là, du coup, j'ai perdu le fil, je te le donne très vite le micro. Non, madame, vous donnerez le micro à madame et je redonnerai la parole si ça vous ennuie pas. Et pas, monsieur, au contraire. Du coup, le chiffre, je l'ai perdu. Il existe dans les salaires de nos parlementaires l'indemnité de base, une indemnité de résidence et une indemnité de fonction non imposable qui représente, si je ne me trompe pas, mais s'il faut que je regarde mon cahier, presque 2 milliards, que pour eux. Parce que là, je ne suis pas allée partir dans les autorités indépendantes qui, je crois, de mémoire, 462 millions et des points. Cependant, il faudrait qu'on m'explique, j'ai les chiffres qui sont issus de votre plan de financement 2018. Il faut qu'on m'explique pourquoi il y a l'indemnité de fonction qui est non imposable. Moi, ça, je comprends pas. Monsieur en noir, levez la main. Bonsoir, donc Geoffrey. La fiscalité, oui, je pense que c'est une question très importante et j'aimerais vous demander, est-ce que vous savez où est-ce qu'il passe notre pognon à nous? Notre pognon est servi à financer des autoroutes. On les a donnés. Notre pognon, il a servi à financer EDF. On l'a donné. Notre pognon, il a servi à financer France Télécom. On l'a donné. La Française des Jeux, on est en train d'essayer de la donner. Les aéroports, on va les donner. La SNCF, on va la donner. Ça peut aller très loin. Ensuite, le pognon, encore une fois. Donc, le pognon sur la table, le budget à peu près de l'État, je crois que c'est 240 milliards par an. Sur ces 240 milliards, on donne 40 milliards, donc notre pognon, on donne 40 milliards à des banques privées. D'accord, vous m'expliquerez pourquoi. On donne 40 milliards tous les ans à Carrefour, Auchan, qui ne payent pas d'impôts. Vous savez ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, des 100 milliards qu'ils ont touchés Carrefour? Ils ont viré 5000 personnes et ils ont tout donné à l'actionnaire qui sont en Suisse. C'est formidable. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on donne notre pognon, nous, le peuple, des 99, on donne notre pognon à 1%? Pourquoi? Monsieur, ici. Monsieur le terme, c'est pour revenir à Sandrine, hein, il faut savoir qu'un chercheur au CNRS gagne 3 000 euros. Hein, 3 000 euros. Un député gagne combien? Hein? Parler des footballeurs peut-être, mais moi ça, je ne peux pas savoir. Parce qu'un député ne dépense pas trop d'argent. Et Macron, c'est pareil. Parce que Macron, c'est pareil sur le terrain. Macron, quand il invite les gens, qui est-ce qui paye? L'électricité. Les employés. La vaisselle. Et il faut savoir, une personne qui gagne 1 500 € aujourd'hui. 500 € aujourd'hui. Les loyers sont entre 700 et 1000 €. Et 1100 €. Donc, on nous dit qu'il ne faut jamais dépasser 33%. Quelle belle hypocrisie. Parce que quand on se rend compte que ça représente entre 45 et 60% le salaire de loyer, il faudrait peut-être déjà baisser les loyers si vous ne voulez pas augmenter. Hein? Ça serait peut-être intéressant cette chose-là. Et il faut savoir aussi que la plupart des gens n'ont plus de mutuelle. C'est bien beau de dire que vous allez avoir des lunettes, des dents gratos. Mais moi, je les ai connues, les lunettes. Hein, je suis retraité. Hein, j'ai connu les lunettes rondes. Et puis des dents en bois, là. C'est ça qui vaut qu'on aime, Macron. Donc, on verra la justice dans la bouche et les yeux. Là.
Michel Colliard, retraité. Je pose une question un peu provocatrice. Quels sont les deux événements populaires les plus importants qu'on ait vus dans les 8 ou 10 derniers mois? Et obsèque de Johnny Hallyday. Eh bien, les Français ont fait à cette occasion un triomphe terrible à des exilés fiscaux, des footballeurs et Johnny Hallyday. Alors, il faudrait... Avant de hurler sur la fiscalité interne de la France, il faudrait qu'on s'interroge sur les raisons pour lesquelles les Français acclament les exilés fiscaux. Attendez, c'est pas... Et après, au moment de la retraite, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ont fait battre une maison chez eux. La retraite qu'ils ont ici en France, qu'on leur a donnée, ils vont le dépenser dans leur pays. Ça, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a des questions sur l'environnement? Parce que la transition écologique, ça figurait au menu de ce soir. La transition écologique. Allez, on écoute ce monsieur. Posez le micro sur votre menton. D'accord. Toujours. À la démocratie et citoyenneté. Rigoler 2 minutes. Je lis 4 lignes. Le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de loi prenant l'interdiction du cumul de 3 mandats identiques et successifs. Ça veut dire quoi? C'est là qu'on va jouer. Là qu'on va jouer. Je prends une grosse tête qui sort de l'État. On va le caser à la tête d'une région en attendant. Ensuite, on va le mettre député. Tout ça, ça va faire 2 fois 2 ans ou 2 fois 3 ans, je crois. Bien. Et puis, imaginons qu'il soit très intelligent. On va le mettre président de la République ou Premier ministre. Il sera là 2 ans ou 3 ans. Les retraites, tout ça s'accumule. Tout l'argent s'accumule. Je continue. Et puis, au bout de 2 ans, on va le retrouver au Conseil constitutionnel. Et pour faire bonne mesure, pour être peinard, on va le retrouver à Bruxelles. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie à la française. Très bien, monsieur. Allez, Pierre-Ophite, la phrase des copains et des coquets. Bonjour à tous. Donc déjà, moi je vais vous voir par rapport à une question. Est-ce que vous avez voté la nouvelle loi qui vient d'être faite par rapport aux casseurs? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire à la deuxième? À la prochaine, vous allez avoir à la revoter. On est d'accord. Donc on a rencontré M. Euzet la semaine dernière. Donc là, vous l'avez déjà voté une première fois, on est d'accord. Vous allez attendre le retour du Sénat, vous allez faire comme M. Euzet, la revoter en deuxième passage. Alors, nous, notre intérêt est de savoir justement si, comme M. Euzet, vous n'allez pas le faire, parce que nous, notre intérêt à l'heure actuelle, c'est qu'on a beaucoup de gens chez nous, ici, qui sont tombés déjà. Pourquoi? Sous le fait de M. Castaner, qui nous envoie tous les week-ends samedis, qui nous met des gars devant, qui nous bombarde toute la journée avec des jets d'eau devant la préfecture. Monsieur doit être au courant, parce que monsieur est pas loin de la préfecture, donc monsieur doit être au courant aussi. Que tous les week-ends, on se fait défoncer par les tabacs
qui vient avec les flashballs et qui nous met dans des coins et qui nous sert de partout. Et sachez, monsieur, aussi, que ce n'est pas des casseurs, c'est le peuple. C'est le peuple qui se réveille, qui en a plein le cul de ne pas bouffer et qui en a marre de tout ça. Et vous êtes un représentant de ce peuple et nous en avons marre de ce que vous faites avec nous. On a un cœur, on a envie de vivre, on a envie de manger. Et vous nous privez tout ça pour une personne, monsieur Macron, que vous défendez, et monsieur Castaner, que vous défendez allègrement. Alors, je vous réponds très clairement. Quand vous allez le samedi après-midi devant la préfecture, vous n'allez pas casser. Non, je ne vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas. D'accord? Vous ne m'interrompez pas. Bon. Donc, vous n'allez pas casser. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison, comme des milliers de gens, et laissez-moi parler, des millions de gens avant vous et avant nous qui ont manifesté, et qui ont manifesté dans le cadre, et il n'y avait pas de violence. C'est ça que je dis. Nous avons... Attendez, je termine. Ça serait bien qu'on écoute les arguments des uns et des autres. Monsieur le député, ni plus ni moins qu'un autre. Hein, monsieur, restez assis, je vous prie. Restez assis. Non, mais... Oui, non, mais je sais. J'ai voté... Non, j'ai voté cette loi, pourquoi? Je l'ai votée, je ne l'ai pas votée, je l'ai amendée, parce qu'elle sortait... Parce qu'elle sortait du Sénat, et que personnellement, avec un certain nombre de mes collègues, ça ne me convenait pas. Et ça ne me convenait pas parce que c'était une loi qui était un projet une proposition de loi, pour être très clair, qui était trop dure, c'est-à-dire qu'on arrêtait les gens avec un risque de délit de sale gueule. Non. Attendez. C'était l'article 1 qui faisait les périmètres de sécurité. Nous n'en avons pas voulu. J'étais responsable du texte, donc je sais de quoi je parle. Et de l'article 2, c'était le préfet qui pouvait dire, lui, je veux plus le samedi prochain, lui, je veux bien, etc. Et ça, c'était pas acceptable. Donc nous avons amendé de façon très importante cette proposition de loi venant du Sénat. Elle a été votée mardi dernier. J'étais responsable du texte, donc je suis totalement la responsabilité de ça. Et ça a été envoyé au Sénat. D'accord? Je n'ai pas terminé. Comme ça, vous connaissez exactement l'historique. Je dois voir demain à 14h, le sénateur qui va prendre en charge de son côté, qui va être responsable du texte, de ce texte qui est sorti de l'Assemblée nationale au Sénat. Je vais voir ce qu'il va dire. Il a la République en marche. On va discuter. Si le texte sort du Sénat, dans les mêmes termes de ce qu'on a voulu, nous, à l'Assemblée nationale, je le voterai. Je ne veux pas dire comme je le voterai pas. Ça dépendra de ce qu'il y a marqué. Voilà. Il n'est pas très long le texte. Si le Sénat durcit le texte, il n'y a pas de raison qu'on le revote. Donc les deux amendements. Ce qui pose problème, c'est l'article 1. Ce qui pose problème, c'est l'article 2. Et ce qui pose problème, c'est l'article 3 qui est le fichier. J'entre dans les détails là. Si vous voulez les détails, je vous donne les détails. D'accord? Après, c'est quelque chose qui existe et qui est renforcé. Bon. L'article 1, c'était les périmètres de sécurité. Pourquoi on n'a pas voulu voter pour les périmètres de sécurité? Pourquoi je n'ai pas défendu le texte sur le périmètre de sécurité? Parce que le périmètre de sécurité, c'était prévu dans la loi CIT, qui était la loi anti-terreau. Il y a des violences de samedi, mais ce n'est pas du terrorisme. Non, justement, on est là pour dire que ce n'est pas le cas. D'accord? Pardon. Donc, il n'était pas question de mettre des périmètres de sécurité parce que c'était un avatar ou une suite de l'antiterreau. On n'est pas antiterreau. Bon. Vous savez, par exemple, pas dans le département de l'Hérault, mais vous savez que dans d'autres départements, les préfets utilisent à tort de droit pour mettre des périmètres de sécurité
en prenant la loi CIT, alors que normalement, il ne devrait pas le faire. D'accord? Voilà. Nous, dans les grosses matières. Première chose. Le deuxième article, l'article 2. L'article 2 était un article où le préfet pouvait dire « Monsieur ou madame, parce que vous fréquentez des mecs avec des gilets jaunes, vous êtes malvenus et on va vous interdire. » Ça, on n'en a pas voulu. Attendez, la loi n'est pas votée. Non mais, ah ben si, attendez, dans un état de droit, bien sûr qu'ils ont besoin de nous. Et c'est pour ça que cette loi est importante, parce que l'objectif de quoi, de ça c'est quoi? C'est ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que aller manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. En fait, c'est pas un droit constitutionnel, mais comme c'est la libre expression, et c'est un moyen de la libre expression, c'est de la Constitution. Vous êtes d'accord? Première chose. Aller et venir, tranquillement, est également un droit constitutionnel. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais me balader, ça m'est arrivé, lorsque je vais me balader et que je vais et je viens, comme dans la chanson, d'accord, c'est un droit constitutionnel. Aller et venir, c'est un droit constitutionnel. Donc nous devons garantir, nous collectivement, le peuple. Et troisièmement, la Cour européenne des droits de l'homme impose que tous les États garantissent ce droit constitutionnel de manifester, mais également garantissent la sécurité des manifestants. Et ça, c'est un point très important. Donc maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est, encore une fois, dans une situation où la loi n'est pas votée. Et pour répondre clairement à votre question, et je ne vais pas commenter, moi, en fonction de ce qu'il y aura en sortie de Sénat, je voterai ou je ne voterai pas. Ah non, non, mais attendez, j'ai pas vu le texte. Voilà. Ah, mais je ne voterai pas. Il n'est pas question. Monsieur, c'est pas la peine de crier. On va vous arrêter le micro, ça. Mais, non, ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif de ça, c'est que les personnes qui vont manifester le samedi s'en prennent plein la gueule. Mais que les mecs qui vont manifester aussi le samedi n'aillent pas péter la gueule ou crier de passeurs et machin. C'est clair. Alors, ce qu'on voulait vous demander aussi, de faire remonter aussi, ça serait l'amnistie par rapport à nos gilets jaunes. Parce qu'on a vraiment eu beaucoup de soucis. Et par rapport à ce qui se passe aussi, pour en revenir à ce qui se passe à Montpellier, sachez qu'en final, le casseur en lui-même, c'est tout un chacun. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le peuple. Et au final, c'est des gens qui ont plus peur d'aller devant parce qu'ils en ont marre. Ils ne veulent pas mourir par les taxes, mais mourir par leur propre cœur. Et qu'à l'heure actuelle, on souffre. Et qu'il faut que vous remontiez tout ça. Monsieur, on n'a jamais cassé, on n'a jamais fait quoi que ce soit. Jamais, mais ça n'empêche pas, mais ça veut dire que le tout à chacun. Mais oui, mais monsieur, le petit papy qui peut être là, peut avoir une envie à moment de prendre un pavé parce qu'on en a pris plein la gueule. Si vous ne rendez pas compte, venez avec moi un samedi. Non mais moi je vous prends avec moi un samedi. Eh ben, venez avec moi un samedi, je vous emmène avec moi un samedi, et vous allez voir ce qu'on subit. On avait la Ligue des droits de l'homme ce week-end qui était avec nous présente sur la manifestation de Montpellier. Je peux vous assurer qu'ils ont halluciné de ce qu'ils ont vu des forces de l'ordre de M. Castaner. Et à l'heure actuelle, on s'est pris des pluies et des pluies et des pluies de lacrymogène sur la place de la Comédie. C'est un juste scandaleux par rapport à monsieur le préfet, où on demande juste à pouvoir passer sur cette place et on ne nous laisse pas le passage. Très bien. Je suis un truc là. Ça, c'est du débat. D'accord? Ça, c'est du débat. Voilà. Monsieur, nous vous écoutons. Moi, je vous invite, puisque vous êtes notre député, à venir en première ligne avec nous sur la manifestation. D'abord, d'être encerclé purement et simplement, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, des termes militaires, d'être encerclé par la police, de recevoir des lacrymogènes, d'être obligé de retirer le gilet jaune pour sortir de cette enceinte. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que sur la Comédie, alors que tout le monde est en train de discuter tranquillement, on reçoive tous des lacrymogènes? Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Bon. Il n'y a pas eu de cassette. Alors, monsieur Guéhou, laissez-moi terminer, je rends le micro tout de suite.
C'est pas normal. Bon, on est d'accord. Alors moi, je vous le demande, une dernière fois, faites interdire les LBD, faites interdire les bombes, plutôt, et venez discuter avec nous. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Merci, monsieur. Alors, venez discuter avec nous sur les manifestations. Le micro là, ici, là. On écoute, madame. Je suis de Metz, je m'appelle Nadine, et depuis le 17 novembre, je suis dans l'action. J'ai fait d'autres manifs, là j'ai des opinions, et il n'y a que maintenant que je me rends compte que c'est dangereux, une manif. Vous vous rendez compte, dangereux, une manif? On se fait casser. Micro, madame. On se fait casser. On a tout, on court. Et regardez, moi j'ai quand même pas 20 ans. Hein. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis bonne fille, je suis comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors pourquoi vous nous empêchez de manifester? On a le droit de manifester. Vous comprenez, on a le droit de manifester. C'est notre droit absolu. On est cassé. On ne peut même pas avancer et nous casse avant. Tout ça. Vous croyez que c'est normal? Tous les samedis, j'y suis à Montpellier. Mais venez avec nous. Non mais je vous dis, madame. Pourquoi la police ne nous protège pas? Pourquoi la police ne nous protège pas? Quand je vais au manif, ma fille au téléphone pour me dire maman, fais attention. Mais vous croyez que c'est normal? En une république comme la nôtre? Madame, je vous dis, et j'ai... Je m'en fous, je parle du cœur, je m'en fous. J'en ai marre de vous entendre dire que s'il y a des casseurs, on n'est pas casseurs. Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai porté... Attendez. Non, mais il faut répondre. Je pense que là, il y a un vrai point. Et en plus, ça m'intéresse beaucoup et ça me passionne beaucoup. Et ça me touche beaucoup. Et je vous ai expliqué pourquoi, ça tombe bien, pourquoi vous avez le responsable du texte. Je ne suis pas rapporteur, vous avez le responsable du texte. Tout notre travail correspond à ce que vous dites, madame. Donc je trouve absolument anormal qu'en France, nous en soyons arrivés. Ce n'est pas les Gilets jaunes. Ça fait depuis le 1er mai, la manifestation du 1er mai 2018 a été d'une violence absolue. Jamais on n'avait vu ça. Les manifestations lors de la loi travail, enfin contre la loi travail, ont été d'une violence absolue. Il faut que ça cesse. C'est-à-dire que vous, madame, que vous ayez votre écharpe rouge, votre gilet jaune, ou que vous soyez... Voilà, vous avez le droit de manifester. C'est extrêmement important de conserver et de sécuriser le droit de manifester. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la loi, c'est mon amendement à moi, c'est mon amendement. C'est vrai, oui, j'ai voté bien sûr là. Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai porté, donc oui, j'ai voté. J'ai introduit un amendement qui consiste à dire, au lieu de 3 personnes habitant dans le même département qui sont obligées d'aller à la préfecture pour déclarer la manifestation, on allège la procédure. Il y a une personne qui n'est pas forcément le département. Pourquoi on a fait ça? C'est pas du joujou, c'est pour inciter les gens à déclarer. Parce qu'une manifestation déclarée, attention, déclarée c'est pas autorisé, hein, vous savez ça, hein. Une manifestation déclarée est sécurisable. Une manifestation non déclarée est difficilement sécurisable. Alors moi je vais m'apprendre la défense des forces de l'ordre. Non. Mais je suis obligé, nous sommes obligés, parce que les forces de l'ordre, c'est nous, c'est le peuple. Non mais c'est nous, c'est ce que je vous dis. C'est nous. Donc, non mais c'est nous les forces de l'ordre, c'est nous. Mais il dépend des institutions, je suis d'accord. Oui, monsieur. Je termine avec madame, je vous répondrai. Je peux vous dire que ce que vous dites, madame, c'est ça qui a fait que j'ai voté cette loi et que j'ai fait cette loi. Vous ne pouvez pas, en France, à l'heure actuelle, alors que ça a été possible avant, manifester tranquillement. Il y a votre fille qui vous téléphone. Ce n'est pas normal. À cause de qui? À cause de la violence qui existe de deux côtés. Il faut l'arrêter. Mais les armes, mais je sais que vous êtes comme ça. Je sais. Sur le sujet, le monsieur qui va donner les minutes.
Voilà. Asseyez-vous, monsieur. Allez, on écoute monsieur, s'il vous plaît. On va pas très long. Posez-la sur le menton. Oui, c'est ça. Voilà. Je voulais juste vous dire, moi, que tous que nous sommes là, on se sent beaucoup plus en sécurité quand vous ne vous occupez pas de notre sécurité. Parce que ceux... Voilà, parce que quand il commence à y avoir trop de bleu dans les rues, c'est là qu'on commence à gonfler et on ne se sent pas en sécurité du tout. Si vous, il y a l'autre fois dans le défilé en Montpellier, il n'y avait pas de police sur le trajet que vous avez fait, il n'y a pas eu un débordement. Il y avait 5000 personnes dans la rue. Maintenant, il y a un truc qu'on voudrait rajouter quand même. D'après ce qu'on voit sur Internet, là, la loi elle est votée avec la voix de M. Machin. Monsieur Eliaou. Jean-François Eliaou, c'est vous, monsieur le député? Oui, oui. Donc, à première vue, vous avez voté la loi. Donc, vous nous avez infumé. Bien, on a récupéré le micro. Est-ce qu'on peut parler un peu de la transition écologique? Est-ce qu'on peut... Monsieur Eliaou vient de vous dire qu'il avait voté la loi en première lecture. Il vient de vous dire qu'il avait voté la loi en première lecture à l'Assemblée nationale avant la transmission au Sénat. Voilà. Bien. Qui veut la parole? Madame, avec le gilet jaune d'abord. Oui. Silence, s'il vous plaît, on s'écoute, s'il vous plaît. Ce qui me pose problème sur le fait de déclarer les manifestations, c'est que bizarrement, quand on a des manifestations sur des carrés, on a des trajets où on est invisible. Donc à un moment donné, moi je veux bien apporter ma voix, mais si on me met dans une rue où il n'y a personne qui peut me voir, je ne vois pas à quoi ça sert. Et le public public, étant donné que les médias ne font pas remonter forcément ce qu'on dit. C'est l'OAS. Bien, je vous demande de reprendre vos places, s'il vous plaît. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Appelez les gens qui sont dehors, peut-être. C'est bon? On va faire avec ça. Bien, on reprend, s'il vous plaît. Alors, c'était madame qui avait la parole, je vous la redonne tout de suite dès que les gens sont assis. Voilà. Voilà. Madame, on ne peut pas commencer sans vous. C'est ce que je viens de dire, madame, merci. Arrête de chauffage, je suis au maximum. J'ai augmenté en expo, je suis au maximum, je suis noire. Il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de batterie. Ça, c'est la vous avez des produits batteriques. Je sais pas, c'est pas moi qui monte. Allez, on y va. Bon, s'il vous plaît, asseyez-vous.
plaît, madame. S'il vous plaît, un peu de calme. Madame, ne monopolisez pas l'attention de monsieur le député de la République. Bien, madame, je vous en prie. Je continue sur ma réflexion parce que je ne comprends pas pourquoi quand les manifestations sont déclarées, on vous donne un tracé où on est invisible. Donc forcément, ça n'incite pas à déclarer les manifestations quand on se retrouve entre le lèse et les murs. Forcément, personne ne peut nous voir. C'était le cas. En plus, je voulais rebondir sur cette loi qui a été amendée. Il y a eu un député qui avait proposé que la déclaration soit sur 72 heures, comme c'est actuellement, mais qu'il y ait une autorisation sur 24 heures. Pourquoi qu'on se retrouve au dernier moment avec une autorisation de refuser? Parce que ça peut arriver. Et ça a été refusé par Madame le rapporteur. Je veux bien me répondre à toutes les questions sur cette loi. Et donc, juste quand même pour finir, pas ce samedi, le samedi d'avant, on est tous allés sous la pluie jusqu'à Odysseum. Bizarrement, quand on était à Odysseum, il y avait des camions de policiers, enfin, de gendarmerie, qui sont partis quand on est arrivé, donc apparemment on n'est quand même pas si méchants que ça. Ils nous ont laissé divaguer, manifester comme on le voulait. Il n'y a eu aucune casse. Par contre, on nous attendait en force, quand on est revenu sur la comédie, la préfecture, mais vraiment en force. Et bizarrement, le seul moment où c'est parti complètement en live, c'est à ce moment-là. Donc comme le disaient certains de mes collègues, forcément on se sent beaucoup moins en sécurité quand il y a beaucoup de gendarmes, de CRS ou de policiers, que quand on est juste nous, parce que bizarrement ça se passe beaucoup mieux quand on est que nous. Ce monsieur. C'est dur pour... Non, vous l'avez déjà eu une fois, monsieur. Vous l'avez déjà eu, mais bon, allez-y, posez votre question. C'est bon, allez. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit, c'est pour sur la loi des casseurs. La loi des casseurs, elle a voté la première fois. Si jamais elle passe à la deuxième, ça va être une ligne rouge, c'est l'exécutif qui va prendre les décisions. Et ça sera très grave. D'accord? Donc il va falloir virer les juges, il va falloir virer tout le monde, c'est l'exécutif. Mais là, par contre, le peuple risque de se mettre vraiment en colère. Parce que si on n'a plus le droit de parler, si on n'a plus le droit de réagir, si on a le droit de s'accompagner, ça deviendra vraiment très grave. Et je vous garantis que je suis très pacifiste. Très pacifiste. D'accord? Mais à un moment donné, il faudrait quand même que là-haut, il arrive à nous écouter. Nous, il ne nous écoute pas, c'est pas grave. Mais que votre gouvernement, que votre président là-haut, il écoute un petit peu. Et qu'on entende un petit peu parler des revendications, vraiment bon. Vous voulez venir à la transition écologique, on en veut bien, on y est tous pour. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup plus importantes. On vous les a dit dans les revendications, je ne vais pas les redire. Et puis, il y a une chose aussi. Dites qu'il arrête de vendre la France. D'accord? Voilà, merci. Merci. Oui, je voudrais juste dire une chose à monsieur le député, puis à tous ceux qui sont là, parce que c'est un débat après tout. On parle de violence là depuis presque une demi-heure maintenant. C'est important parce que cette violence, on l'a tous vue, on l'a tous vécu. Vous avez parlé des manifestations déclarées à Paris. Les Gilets jaunes ont déclaré une manifestation, c'est la seule qui a été détournée de son chemin. 500 mètres avant l'arrivée à l'Assemblée nationale, ça a dérapé et ça a créé des violences. La violence engendre la violence. Dans d'autres pays, il y a des manifestations, on n'a pas forcément des lanceurs de balles. Et cette violence, bon, on en a parlé, c'est la violence physique. Et c'est quoi cette violence physique? Et là, je ne sais pas comment vous appelez les rejoindre. C'est qu'à un moment, les gens n'ont plus rien à perdre, parce que la violence, ils l'ont subie différemment. Quand vous regardez les licenciements boursiers qui mettent des milliers de gens au chômage, que l'on traite ensuite de fainéants, entendu, et qu'aujourd'hui on pourchasse parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas pris un emploi raisonnable. Quand vous voyez ces gens qui, sur toute leur carrière, sont obligés de se plier au grand patronat, je dis bien le grand patronat, et au-dessus du CAC 40 et compagnie, et quand vous voyez que M. Macron s'est empressé
de détricoter le code du travail qui protégeait les travailleurs, les salariés, les employés, les ouvriers à coup de... je suis en train de chercher mon mot, excusez-moi, mais je ne l'ai plus, c'est une ordonnance, voilà, par ordonnance. On vote même pas, on fait une ordonnance, et alors on vote, comme ça passe, et ça va plus vite. Et ça, c'est de la violence. Mais c'est une violence morale qu'on a tous subi un jour, et que nos jeunes subiront un jour à leur tour. Alors on ne s'étonne pas si à un moment, les autres, ils n'ont pas les mêmes arguments. Et puis effectivement, moi je suis contre la violence, je suis un pacifiste complet, je suis un non-violent. Mais il faut se demander pourquoi les gens deviennent violents. Comment on fait pour les rendre aussi violents? Monsieur Macron, s'il vous plaît, écoutez-nous. Arrêtez de rêver sur votre fauteuil là-haut. Monsieur le député, faites remonter la source. Si les gens deviennent violents, c'est qu'on leur a fait violence avant. Merci. De l'écologie. Alors, par exemple, vous avez des moulins à vent, là. Vous avez été faire un tour dessous. Vous trouvez plus un pigeon, même pas un rat, même plus de poule, à part à deux pattes. Hein? Vous prenez le reste de l'étang, là. Qu'est-ce qu'il est? Il est pourri jusqu'à la mort. Et on nous parle après des voitures électriques. Vous savez que pour avoir des voitures électriques, il faudrait qu'on fasse 3 centrales nucléaires pour les faire marcher. On est en rupture d'électricité. Et ça, personne ne le prévoit. Parce que, maintenant, je vais dire autre chose, parce que les gilets jaunes, c'est pas 38-39, la cagoule. Je vous remercie. Je voudrais faire une proposition concrète pour la transition écologique. Le groupe Total a comme bénéfice en 2018 14 milliards d'euros. Au niveau des investissements, le groupe Total investit 70% toujours dans le pétrole et seulement 30% dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire éoliennes, etc. Donc pourquoi on n'impose pas au groupe Total d'inverser et d'investir 70% dans l'énergie renouvelable et seulement 30% dans le pétrole? Voilà. Très bien, merci. Madame ici. Allons-y, madame. Pour continuer ce que disait monsieur tout à l'heure à propos de la démocratie, je pense que si les gens sont si en colère en ce moment, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Nos représentants ne représentent rien du tout, ils ne nous représentent pas, ils ne sont pas assez nombreux. L'élite politicienne a confisqué la démocratie à son profit. Il faudrait donc, contrairement à ce qu'ils veulent faire, davantage de députés beaucoup moins payés, mais qui nous représentent, c'est-à-dire qu'il y en ait une bonne partie qui soit tirée au sort, parce que parmi nos députés, essayez de voir ceux qui représentent le monde ouvrier. Est-ce qu'il y a des ouvriers parmi les députés? Non. Vous verrez qu'il n'y en a point. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes? Non. Non, il n'y en a pas, bien sûr. Donc voilà, il faudrait reconstituer tout le système pour être véritablement représenté, pour éviter tous les cumuls de mandats dans le temps et dans l'espace aussi, c'est-à-dire les gens qui sont maires, qui sont ceci, qui sont cela, et tant d'autres choses à la fois. Et il faudrait aussi que les gens cessent de voter toujours pour les mêmes, qui sont élus, réélus et re-réélus sans arrêt. Et donc, ils nous présentent que leurs intérêts personnels et pas ceux du peuple en général. Voilà. Merci, madame.
J'essaie de donner la parole aux gens qui n'ont pas. Voilà. Parce qu'autrement, je pense que toute la soirée pourrait être faite par madame. Bien. Monsieur, je vous en prie. Alors moi je suis Sam de Metz et je voulais dire et insister là-dessus que pour que tout le monde puisse s'exprimer, il faut avoir des moyens d'expression. Et à l'heure actuelle, on a Internet. Et donc il faut un service public afin que tout le monde puisse s'exprimer. Que les gilets jaunes, quand on les attaque dans la rue, ils puissent le dire et que ça se voit et qu'on puisse compter. Et là, à l'heure actuelle, eh ben, on ne peut pas le faire. Et au contraire, on a des représentants, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font dans leur couloir de ministère, et puis qui rendent des comptes que tous les 5 ans ou tous les 2-3 ans, dans des élections majoritaires, où en fait, on s'aperçoit que c'est une minorité qui est au pouvoir. Et bien le peuple, avec Internet maintenant, il a la possibilité de s'exprimer. Et c'est aux représentants, c'est-à-dire aux députés, et à tous nos représentants, aux maires, à tous les élus, de se battre pour que le peuple puisse s'exprimer. Merci, monsieur. Si je peux me permettre, vive Internet, mais aussi vive les réunions comme ça. Ils sont pas ça. Bien. J'ai regardé. Ah non, non. J'ai regardé ma montre, il nous reste 20 minutes. Alors, je voudrais surtout que les gens qui n'ont pas parlé, monsieur, s'expriment. Vous pouvez peut-être avoir une tendinite. Oh, mais c'est bon là, le commentaire à la docteur. Bien, on écoute monsieur, s'il vous plaît. On écoute monsieur. Je m'appelle Olivier, je suis de Metz. Une mesure très importante, c'est la séparation des lobbies et de l'État, parce qu'ils nous pourrissent vraiment la vie. Ils influent. J'ai vu Emmanuel Macron, il y a 4 mois, dire que le chlordécone, le traitement sur la banane, était cancérigène. Là, c'est en train d'être complètement revu à la baisse. Donc, je trouve ça très important, la santé. Et notre député, étant professeur de médecine, j'aimerais avoir son point de vue sur le chlordécone. Monsieur le député répondra globalement, puisque c'est lui qui va faire la synthèse. Et heureusement, c'est pas moi. Enfin, bon, il va faire un propos conclusif. C'est pas de défense. Excusez-moi, je voulais terminer sur la fiscalité. On était au départ de la fiscalité, on a beaucoup dérivé. Je voudrais simplement faire 3 propositions très succinctes sur la fiscalité nationale. On vous écoute. D'abord, je pense que la CSG a une assiette plus générale que la TVA, puisqu'elle englobe aussi les revenus fonciers, financiers et tout, et qu'il était donc plus logique d'augmenter la CSG plutôt que la TVA. Pour la TVA, c'est un impôt qui est très injuste, parce que c'est uniquement la consommation. Donc je propose que des taux de TVA soient diversifiés, avec un taux plus bas, de l'ordre de 3% par exemple, pour les produits de première nécessité, le pain, le lait, les légumes, les fruits, les pâtes. Un taux de TVA à 5% pour les produits comme il y a aujourd'hui, un taux de TVA à 20%, mais aussi, parce qu'il faut bien contrebalancer, des taux de TVA à 25 et 30% pour des produits de luxe, et aussi, à rejoindre l'écologie, pour des véhicules diesel puissants, les gros 4x4 et tout ça. Parce qu'effectivement, c'est de notre responsabilité de citoyen d'acheter des véhicules économiques. On ne peut pas demander, dire que le carburant est trop cher et se balader avec des véhicules de 150 chevaux qui bouffent 10 litres au temps. Sur l'impôt sur le revenu, très vite, je pense que sur l'impôt sur le revenu, il faudrait également étaler les tranches avec une tranche plus basse, 7% et une tranche plus élevée. Actuellement, la tranche plus élevée s'arrête à 45%. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à ce qu'avait proposé le président de la République, 75%, c'était confiscatoire, et une tranche à 50% pour les très hauts revenus serait la bienvenue, à mon sens. Enfin, pour les entreprises
qui font les plus gros bénéfices ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas le cas des petits entrepreneurs. Donc je crois qu'il faudrait instaurer un impôt sur les bénéfices des entreprises qui soit progressif, comme l'impôt sur le revenu, pour rétablir l'équilibre entre petites et grandes entreprises. Merci, monsieur. Alors moi j'ai une dernière question, monsieur le député, parce que c'est bien beau de vouloir faire les CAFA et ceci, cela. Mais si déjà vous nous rendiez Facebook et que Facebook, à l'heure actuelle, ne soit pas trollé par monsieur Macron qui est en relation avec monsieur Zuckerberg, et que quand on marque un propos aux gilets jaunes, on se retrouve à être filtré, ou on ne peut pas passer les informations parce que l'État nous bloque, est-ce que vous trouvez ça normal? Franchement, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. Comment? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Attendez, allez-y, donnez le micro à monsieur, pas à madame. Poursuivez, madame. Poursuivez, monsieur, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Poursuivez, madame. Poursuivez, madame. Je reprends sur le préalable que j'ai fait au démarrage, puisqu'on était sur institution ou je ne sais pas quoi. Monsieur Eliaou n'était pas encore arrivé. Je voulais signaler tout à l'heure en disant, puisque c'est sur le thème, je parle de ça, quand monsieur Eliaou arrivera, je reprendrai. C'est pour ça que je levais la main. Donc, je reprends sur cette thématique. Nous avons rencontré monsieur Eliaou. On a eu le débat sur les violences. Moi, ce que j'aimerais aussi poser comme question maintenant, monsieur Eliaou, c'est est-ce que on croit à la sincérité des gilets jaunes quand on vous dit on prend des flashballs dans la gueule, dans la poitrine, de partout, même quand on est pacifique, quand on manifeste, on prend dans la gueule. Voilà ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple de violence en poussant au péage un officier de police en tenue de police qui fait un doigt d'honneur et qui vous dit « Je vous retrouverai dans vos voitures », n'est-ce pas violent? Cette loi, soi-disant anti-casseur, elle va pénaliser qui? Elle va retomber sur qui? Elle va retomber sur le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Ensuite, deuxième point, nos victimes, monsieur Eliaou. On a de nombreuses victimes physiques, psychologiques. Et on vous avait interpellé pour vous demander comment l'État, comment vous, en tant que député, si tant est que le mouvement des Gilets jaunes, on considère qu'il n'est pas violent. Donc nous avons bien des victimes. Comment ces personnes vont être enfin reconnues comme des victimes de ce mouvement? Et ça, c'est très important pour nos victimes. J'ai terminé. Merci. Non, cette dame, je l'ai déjà reçue, on a discuté, c'était ici à Metz, je crois, hein, c'est facile bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça serait nier l'évidence que de dire que les gens reçoivent des projectiles dans la figure. C'est évident. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mais maintenant, attendez, maintenant, si on est au compte, il faut faire les comptes. Et nous sommes à faire des comptes. C'est des deux côtés. Des deux côtés. Alors vous allez me dire... Il n'y a pas de banquière. Attendez, je ne peux pas m'exprimer. Donc, attendez. Donc c'est des deux côtés, parce que les forces de police n'ont pas à recevoir des galas dans la gueule. Bon, même quand ils sont habillés comme des tortues ninja, alors que les manifestants ne sont pas habillés comme des tortues ninja. D'accord. Ils sont détenteurs de la force publique. C'est la Constitution.
Ils sont détenteurs de la force publique. Ce sont, avec les soldats, quand on est en guerre, les seules personnes en France, parce qu'on est un état de droit, à être détenteurs de la force publique et à pouvoir utiliser la force. Les autres n'ont pas le droit. Mais de façon contrôlée, de façon justifiée et de façon proportionnelle. Non. Moi, là, il y a un élément qui est très important, c'est que nous avons demandé au gouvernement, et le gouvernement était d'accord, en la personne de Castaner, de revoir la doctrine d'emploi des forces. Ce n'est pas d'ordre législatif, nous l'avons bien spécifié, nous avons voulu introduire un amendement, puis un deuxième amendement, et il y a une hiérarchie énorme. Donc ce n'est pas du niveau législatif, c'est du niveau réglementaire. Et le ministre de l'Intérieur s'est engagé à revoir la doctrine des forces, d'emploi des forces. Pour répondre à votre question, madame, deux éléments, c'est-à-dire de dire les victimes, etc. Les victimes elles portent plainte. Il y a un élément dans notre pays qui est la justice. Nous sommes dans un état de droit. J'espère qu'on va rester dans un état de droit. Attendez, lorsque vous portez plainte, madame, vous allez devant la justice vous donne raison ou vous donne tort en fonction des éléments qu'elle a. Oui ou non? Attendez, je termine. Et la deuxième chose, la reconnaissance des victimes. Pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, il va falloir pacifier tout le monde. Alors, moi je suis d'accord, mais à condition, pourquoi pas? On peut l'envisager, on peut le discuter, à condition qu'on ne fasse pas de l'exagération sur le nom et que les victimes réelles, il y en a, on les a vus le samedi, le mec il est parti avec 3 doigts de moins. Donc ça c'est pas compliqué à voir. Les gens qui reçoivent monsieur, comment il s'appelle, le monsieur là qu'on avait la télé, Rodriguez, voilà, lui il s'est pris un truc dans la... Voilà, c'est objectif. Absolument. Et donc à partir du moment où effectivement il y a eu victime des forces de l'ordre ou des projectiles pendant les manifestations, ça doit se déclarer. Il doit y avoir une action de justice. Les gens le font. Attendez, juste un point. Comment ça, comment les retrouver? Non, parce que moi, je vous dis quelque chose. Étant donné que 2017 sur la base de la Comédie, je vous assure qu'il y a combien de policiers qui a son numéro de série sur le pied déjà. Mais ça a été filmé. Alors, pour les matricules, nous l'avons fait remonter. Et clairement, ça va être... Les gens vont le porter. Attendez, pour l'utilisation des LBD, c'est LBD. Ouais. Il y a des caméras qui vont se mettre en place. Comment? Oui. Personnellement, pouvoir filmer les stades que vous leur demandez parce qu'ils se mettent en danger. Alors, je vais mettre tout le monde en danger. C'est pas moi. Non, on essaie de tout régler là. Exactement. Alors, vous abusez, vous êtes gourmand, monsieur. Je vais vous donner la parole parce que ça se termine à madame. Parce que je sens. Ça vient. Et puis après, s'il vous plaît. Et puis après, je rendrai mon tablier et je vous remercierai. J'ai une excellente nouvelle pour la France. Il y a une solution toute simple. Monsieur Eliaou, je vous prie. Merci. Il y a une solution toute simple pour la France. Pour qu'on n'ait plus de blessés, qu'on n'ait plus de gens malheureux. Il faudrait, parce qu'il aime bien parler comme ça, monsieur Macron, qui viennent et qui nous disent les petits, il n'y a pas de problème. Vous voulez du pouvoir d'achat, mais c'est mon métier de vous en donner. Après tout, vous me payez pour ça. Les petits, vous voulez une égalité fiscale et sociale référencée dans notre Constitution. Et là, vous avez vu, j'ai monté le ton, parce que la Constitution, c'est bien beau d'en parler, mais il faudrait que ça soit sa table de chevet. Sur sa table de chevet. Ensuite, la solution, elle est toute simple. Pouvoir d'achat, égalité fiscale, on est d'accord, abolition des privilèges. Allez, on arrête les supprimer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon Dieu,
on veut du travail, on ne veut pas des primes qui ne donnent pas de retraite. Je veux dire, on le répète en boucle. Quand est-ce qu'il va venir nous dire? Et là, il n'y a pas de loi anti-casseurs à faire. Il n'y a pas de grand débat à faire. Excusez-nous, hein. Mais il faudrait qu'il vienne maintenant et qu'il réponde à son peuple. Merci, madame. Bien. Alors, je vous propose dans quelques minutes de donner la parole à monsieur le député. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de l'attention que vous avez portée au débat. Merci beaucoup.